Steven Harel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du back-office de Price Minister. C'est ça. Alors Price Minister, tout le monde a, ou presque dans notre univers, a l'impression de connaître. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire un peu l'origine, ce que ça représente, quelle est la taille, quelques chiffres un peu clés, qu'on se fasse un peu une meilleure idée? Alors Price Minister, ça a 11 ans maintenant. C'est une plateforme d'achat et de vente entre particuliers et professionnels. Et c'est une plateforme sécurisée. Donc on a voulu à la base créer un espace sécurisé où les acheteurs pouvaient commander en toute sécurité, en toute confiance, des produits sur cette plateforme, sur Internet. Donc vous êtes un tiers de confiance? C'est ça, donc c'est exactement ça. Notre rôle, c'est vraiment le rôle de tiers de confiance. Donc nous créons un espace où il est possible d'acheter et de vendre facilement avec de bons outils et d'une manière sécurisée. Nous faisons venir des personnes pour acheter ces produits et nous intervenons quand c'est nécessaire s'il y a un problème avec des produits, avec des comportements. Mais en théorie, vous êtes transparent? C'est complètement transparent. D'accord. Donc ce sont des accords entre des acheteurs et des vendeurs sur une place de marché. En fait, c'est ça. Donc, qui joue le rôle de tiers de confiance. C'est ça. Donc ce sont des vendeurs qui mettent en vente des produits préfixes. Et puis notre rôle, c'est vraiment de faire venir des acheteurs et de mettre tout en place pour que les transactions se passent parfaitement. D'accord. Alors vous êtes entré quand chez Price Minister? Il y a à peu près 11 ans. 11 ans, donc quasiment au démarrage. Voilà, au début, pour justement mettre en place une équipe, l'équipe back-office, qui regroupe le service client, les paiements, puisque sur Price Minister, l'acheteur va payer Price Minister et nous allons par la suite payer le vendeur. C'est ce qui nous permet de garantir justement sur le tiers de confiance, puisque nous avons l'argent. Donc s'il y a un problème, nous rendons l'acheteur. Si tout se passe bien, nous donnons au vendeur. Donc le back-office gère ça aussi. Et puis tous les petits problèmes que l'on a à gérer, comme la fraude, la contrefaçon. Et puis nous écrivons, nous validons tous les textes aussi qui sont donc, toute la partie réglementaire, en fait. Vous faites aussi un peu la police. On fait un peu la police. C'est nécessaire parfois parce qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de vendeurs. Alors, combien vous avez à peu près à la fois de transactions dans une année? C'est de quel ordre? C'est plusieurs millions de transactions. Plusieurs millions, plusieurs dizaines de milliers par jour. D'accord. Et c'est vrai que quand il y a... nous avons 15 millions de membres actuellement, donc plusieurs millions de vendeurs, et qui ont tous leur manière de voir les choses quand ils vendent un produit. Donc on leur fixe des règles à respecter, des outils qui leur permettent plus ou moins de respecter ces règles, et donc nous on intervient quand on pense que le comportement du vendeur ne correspond pas du tout ou pas assez à ce qu'on aimerait voir sur le site pour justement avoir cette place de marché. Alors qu'est-ce que vous avez fait avant d'être chez Price Minister? Avant d'être chez Price Minister, je travaillais dans l'humanitaire. Oui. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent, et avant j'ai étudié la finance. Donc retour un peu au départ, quoi. C'est en fait un mix de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que je m'occupe des gens, donc un peu ce que je faisais dans l'humanitaire, tout en gérant tout ce qui est un peu financier, donc ce qui a un peu un rapport avec les études. Et puis dans l'humanitaire, je gérais les missions, donc l'organisation. Partie finance assez importante. Ah oui, d'accord. Donc Price Minister, c'est un... Comment vous le définiriez? Alors, vous le définissez de manière un peu prosaïque en disant voilà, c'est une plateforme, une place de marché, etc., comme d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie? Alors, c'est pas un secret de dire que ça a été vendu il n'y a pas très longtemps. En juillet 2010, oui. Il y a un an. À l'origine, il y avait un fondateur qui était Pierre Kosciusko-Morizet. Et où il est arrivé, je sais pas, on ne sait pas forcément. À l'origine, c'est Pierre Kosciusko-Morizet qui a eu l'idée, effectivement, et il y a quelques fondateurs à la base, dont Pierre Krings, Justin Ziegler, Olivier Mathieu, donc au marketing et à la direction technique. D'accord. Qui ont créé la société ensemble en août 2000. Alors, avant de rentrer peut-être dans le concret de ce qu'est votre métier au quotidien, quel regard vous avez, vous, sur le fait qu'une entreprise comme celle-ci soit vendue? Est-ce que ça ne faisait pas partie des entreprises qui auraient pu durer 100 ans et devenir centenaires c'est inévitable que ce genre d'entreprise soit cédée? Ce n'est pas inévitable, mais ça nous a permis de développer le site plus rapidement.
Oui. C'est effectivement un modèle qui marche très bien, une équipe hyper performante et une très bonne gestion, donc effectivement ça a duré pas mal de temps encore, avec une très bonne croissance. Ce rachat, ça nous permet vraiment d'accélérer la croissance et en Europe. Le groupe Rakuten va se servir de presse militaire comme tête de pont en Europe pour être présent partout en Europe. Et puis ça nous permet aussi de modifier un petit peu le modèle et de reprendre un petit peu le modèle de Rakuten qui est un peu plus le modèle de la galerie marchande où nous allons donner beaucoup plus de moyens aux professionnels pour avoir des outils, des espaces qui leur ressemblent, pour avoir leur site à l'intérieur de cette plateforme et d'avoir toute la liberté pour communiquer avec leurs membres, pour avoir personnalisé leur boutique, pour faire des campagnes de promo. Et c'est ça et toute cette expertise qu'avait le groupe Rakuten, puisque c'est vraiment leur modèle, toute cette expertise nous l'apporte, qui nous aide à développer ça sur Presse Ministère pour avoir deux parties, vraiment la partie qu'on connaît actuellement qui est la partie C2C traditionnelle et classique de Presse Ministère et la partie plus pro. B2C, oui. Donc pour vous c'est un peu le sens de l'histoire, c'était pas forcément inévitable mais c'est un choix qui se défend complètement. Oui, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et de se développer beaucoup plus vite. Ce qui est toujours un peu l'histoire quand on vend, c'est un peu pour ça. En général, c'est qu'il y a des raisons patrimoniales puis il y a des raisons de développement, d'accélération de développement par une intégration. Voilà. Et au niveau des utilisateurs, c'est plutôt hyper bénéfique, puisque c'est plus de produits, plus de services. Et si on pose la question autrement, parce que Marc Simoncini vient de CD Mythique, on voit que des opérations comme celle-là, il y en a eu pas mal parmi les leaders de l'Internet français. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la place pour un leader mondial français? C'est assez compliqué de devenir leader mondial tout seul à partir de la France. Le marché n'est pas énorme. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et financièrement et au niveau de la taille du marché. Donc pour devenir leader mondial ou européen, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Vous diriez que c'est plus facile si on est anglais ou allemand? Les marchés sont beaucoup plus mûrs et plus gros et c'est beaucoup plus simple. Et est-ce que l'aspect financier joue un rôle important? Est-ce qu'on trouve plus facilement le financement de son propre développement en Angleterre ou en Allemagne, d'après vous? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais ça semble plus simple. Je profite du fait que vous avez une forte composante financière. C'est pour ça que je vous pose ces questions. Après, donc, il y a aussi la raison pour laquelle on est content de vous recevoir, c'est parce que vous avez été, votre entreprise, le lauréat du prix Open to Dialogue que Télétech International a décerné. Open to Dialogue, ça veut dire un site qui est ouvert à ses consommateurs et qui est plus ouvert à ses consommateurs que ses compétiteurs dans la même catégorie. Alors, est-ce que c'est le fruit complètement du hasard ou est-ce que vous avez vraiment travaillé à cette ouverture à la discussion avec les consommateurs? Quand on a lancé Presse Ministère, c'était... nous, ce qu'on a voulu, c'est créer un modèle hyper sûr, puisqu'on avait quelques expériences il y a 10 ans de sites dans lesquels on ne pouvait pas avoir une confiance aveugle. Et on s'est dit que le seul moyen de réussir, de fidéliser et d'acquérir un maximum de membres, c'est de leur montrer qu'ils pouvaient avoir confiance. Et pour avoir confiance dans un site internet qui est juste des pages web, il faut leur montrer qu'on est là, qu'on communique, et les écouter et leur répondre, et avoir une équipe derrière qui s'occupe d'eux. Et nous, on pensait que c'était vraiment la condition sine qua non pour pouvoir réussir. Donc effectivement, c'était l'idée de départ et une composante forte du modèle de Presse Militaire, c'était ça, c'était ce rôle de tiers de confiance, et un tiers de confiance n'est possible que s'il y a une équipe derrière qui écoute les internautes, qui écoute quand ils ont des problèmes, quand ils font des suggestions aussi, quand ils réagissent au site, aux fonctionnalités, aux campagnes de pub, tout ça. Est-ce que ça veut dire que vous avez été capable, par exemple, d'organiser de l'aide à l'utilisation des produits qui sont consommés
auquel vous ne connaissez pas forcément grand-chose. Comment est-ce que vous organisez ça? Est-ce que le consommateur Price Minister, il a le réflexe de dire voilà, j'ai acheté un produit, je ne sais pas trop comment m'en servir, j'ai un problème d'utilisation. Est-ce que ce client-là, il est fondé à vous appeler pour avoir de l'aide? Alors, il y a plusieurs manières d'avoir de l'aide. Donc on a les pages d'aide classiques, on a la possibilité de poser des questions au service client Price Minister. Et nous, ce qu'on a cherché vraiment à développer, c'est une communauté qui vit et qui peut venir, et chaque personne peut venir en soutien et peut répondre à d'autres membres du site. Donc on a cherché à développer des outils pour favoriser le dialogue entre les membres, et on cherche à développer des outils pour leur donner les moyens d'agir eux-mêmes sur les transactions, sur les ventes, sur les achats. Ce qui veut dire que c'est plus qu'une place de marché. L'aspect communautaire est une valeur additionnelle en quelque sorte de ce site qui n'est pas qu'un moyen, une place de transaction. La communauté, c'est la plus grosse valeur de cette entreprise. Et cette communauté nous a demandé depuis des années d'avoir plus de liberté, de communiquer plus, d'avoir plus de moyens, de pouvoir agir un peu plus, de nous aider à faire vivre la plateforme, à s'assurer que tous les produits qui sont vendus sont corrects, à s'assurer que tous les vendeurs qui vendent sont rigoureux et fiables. Et chaque année, on développe de nouveaux outils pour permettre aux utilisateurs de faire des choses eux-mêmes. Là, ce qu'on va développer avec Rakuten et cette sorte de galerie marchande, c'est ça. C'est des vendeurs pros à qui on va dire, bah, nous, notre métier, c'est de venir en soutien quand si besoin, c'est d'amener du trafic. Maintenant, tout le reste, tout ce qu'on faisait avant, on va vous avez la possibilité de le faire. Donc de gérer vos clients, de faire vos campagnes, d'avoir vos propres outils pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de personnaliser vos boutiques. Donc c'est pas Price Minister qui va travailler sur le look du site, mais c'est vous qui allez être responsable du look de vos pages. Donc c'est voilà, donner ce que le groupe Rakuten appelle l'empowerment, c'est donner le pouvoir aux utilisateurs pour qu'ils puissent gérer les choses eux-mêmes. Et nous, ça nous donne la possibilité, avec les mêmes équipes, non plus d'être omniprésent et de faire plein de choses à la place des utilisateurs alors qu'ils le feraient beaucoup mieux eux-mêmes, mais de garder tout ce temps-là pour vraiment s'occuper de choses qui nécessitent vraiment notre expertise ou vraiment notre attention. C'est-à-dire que maintenant, quand on a une réclamation à traiter par exemple, on va avoir du monde et du temps pour les traiter parce que les utilisateurs se chargent des tâches pour lesquelles nous ne sommes pas utiles. Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'il faut regarder ça? Est-ce que c'est le retour de la vraie vie du Mortard dans l'univers de l'Internet, ou est-ce que c'est en fait la continuité de la virtualisation de l'économie? Parce que le principe de la galerie marchande comme développement de l'univers des hypermarchés, c'est quelque chose qui est déjà un peu ancien. Et donc vous êtes en train de le décliner dans l'univers Internet. C'est une tendance de fond, c'est-à-dire que toutes les recettes qui ont marché et qui ont fait le succès de l'économie classique peuvent s'appliquer dans l'économie virtuelle? Je pense que oui, je pense que on arrive de plus en plus à recréer des services qu'on avait dans l'économie réelle sur Internet, en modifiant un petit peu le modèle, en modifiant un petit peu les outils. Et donc en ce moment, ce qu'ils développent, ce sont des outils qui permettent justement de répondre aux besoins auxquels répondaient ces services, mais sur Internet. Donc avec de nouvelles technologies, de nouveaux outils, de nouveaux modèles. Qu'est-ce qui est difficile pour obtenir un bon résultat en matière de confiance client, d'un dialogue qui favorise cette confiance? Quels sont les points sur lesquels vous avez bataillé, ou c'est quoi des... Parce qu'en fait, sinon tout le monde serait aussi bon si c'était facile. Donc on peut imaginer qu'il y a des points complexes. C'est coûteux quand même, puisque c'est une grosse équipe. Enfin, une grosse équipe, c'est quand même 40 personnes qui représentent presque 20% de la société. Ouais. Des personnes qu'il faut former sur pas mal de métiers. Donc il y a la modération, la réponse aux questions des utilisateurs, les réclamations qui peuvent être assez compliquées à gérer puisque le modèle est devenu compliqué, et la fraude, la contrefaçon, qui est un produit très sensible sur lequel il ne faut vraiment pas se rater. Toute la partie aussi éditoriale et paiement. Donc c'est beaucoup de métiers différents, beaucoup de métiers différents à maîtriser parfaitement.
avec des équipes spécialisées et expertes, donc c'est pas si simple à mettre en place. Et puis c'est de plus en plus difficile ou de plus en plus facile à mesure que vous grossissez, que votre notoriété grandit, et donc vous recrutez plus facilement des gens de très bon niveau, ou est-ce que ce sont des jeunes qui vous ont accompagné depuis le début, qui ont progressé au rythme de la sophistication du marché? Dans l'équipe ou comme dans votre équipe? Dans l'équipe. Ce qui est compliqué, c'est d'évoluer avec l'outil et d'évoluer avec le marché. Alors, bien sûr, il y a 10 ans, c'était un outil qui était assez simple, avec des possibilités limitées, sur un marché qui était plutôt occupé par des internautes avertis, un peu geeks. Aujourd'hui, sur Price Minister, on peut acheter avec plusieurs moyens de paiement, expédier de plusieurs manières différentes, avoir plusieurs assurances, vendeurs, des assurances que nous on propose, ou des assurances constructeurs, avec un acheteur qui agit et un vendeur qui expédie. Donc on a chaque transaction est devenue unique et il y a des centaines d'informations à prendre en compte pour la gérer. Donc c'est devenu assez compliqué. Et donc il a fallu accompagner à ça au fil du temps avec des internautes qui sont devenus qui sont des vraies personnes. Mais c'est plus des geeks, c'est tout le monde. C'est mes parents qui achètent sur Internet, et donc là il faut leur parler différemment. On ne peut pas juste... nos fichiers d'aide et nos messageries par exemple ont été revus complètement parce qu'on ne peut plus être lapidaire sur un message. Il faut vraiment rentrer dans le détail et être clair, concis et accompagner beaucoup plus les internautes avec nous. Donc il a fallu vraiment progresser en fonction du marché et de l'outil qui est devenu complexe, avec une équipe qui forcément était à la base une petite équipe d'une demi-douzaine de personnes hyper polyvalentes, qui pouvaient tout faire. Et au fil du temps, il y a des personnes qui se sont spécialisées dans la coordination de la gestion de la contrefaçon, la coordination des paiements, la coordination de tout ce qui est éditorial, la coordination de tout ce qui est technique, puisqu'on a aussi au back-office une expertise technique qui nous permet de réagir instantanément quand il faut identifier les produits ou les comportements. Et donc voilà, c'est une transformation de l'équipe permanente. Quand le marché, enfin sur Internet, l'activité est assez cyclique, on a une énorme progression entre le 15 août et le 15 décembre. Un mois ou 2 mois derrière aussi pour le back-office, puisqu'il va gérer des réclamations, donc il va gérer les transactions qui se sont passées en décembre. Et au printemps et en été, c'est un petit peu plus souple, et nous ça nous permet d'avoir des personnes dispo pour justement penser à ça. Comment on s'organise, comment on fait évoluer nos outils, nos procédures, d'avoir un petit peu de temps pour creuser ça, pour se préparer pour l'hiver d'après, et pour être encore plus performant, plus productif et correspondre beaucoup plus au marché. Vous parlez de contrefaçon beaucoup. C'est curieux parce que c'est pas quelque chose à laquelle le grand public pense beaucoup. Alors on va dans un magasin, on achète dans la grande distribution, on ne se demande pas si le produit qu'on va acheter en rayon il est contrefait ou pas. Effectivement, puisque vous en parlez, on s'est dit mais c'est vrai que dans la mesure où n'importe quel marchand peut venir vendre sur Price Minister, et que le produit, on ne sait pas forcément, comme on ne l'a pas sous les yeux, qu'il n'y a pas quelqu'un qui le prend en main avant de le mettre en rayon, tout d'un coup, effectivement, quels sont les moyens de lutter contre cette contrefaçon? C'est a posteriori ou est-ce qu'il y a un travail a priori qui peut être fait? Alors, nous, on identifie à peu près 99% des produits de contrefaçon mis en vente sur Price Minister. On a une équipe qui gère ça. Du fin limier. Oui, et avec chacun des connaissances et des fonctions très très précises. En fait, c'est une équipe qui va gérer et la contrefaçon et les produits dangereux et les produits interdits. Et donc on ne peut pas faire d'erreur sur ce type de produit. On a mis en place des outils hyper performants pour, par exemple, détecter des produits dangereux. C'est arrivé en début d'année avec des tapis mouches pour enfants qui étaient dangereux. C'est une équipe qui, en une demi-heure, va supprimer tous les produits qui sont sur le site et mettre en place des rapports et des mots-clés pour identifier en temps réel quand ça revient, pour les supprimer tout de suite et pour avertir le vendeur.
Et donc c'est arrivé aussi il y a quelques années avec des alarmes de piscine, quand les alarmes de piscine étaient obligatoires, il y a des alarmes défectueuses, et ça on ne peut pas se permettre d'avoir une réclamation. Parce qu'une réclamation c'est tout de suite catastrophique. Donc on a mis en place des outils hyper performants pour identifier en amont la mise en vente, pour suspendre automatiquement des boutiques de vendeurs si on pense qu'il y a un problème en fonction de la gravité du problème. Et tout ça, ça a aussi servi à la contrefaçon. Donc nous, ce qu'on identifie, c'est les produits, bien sûr, mais aussi les comportements, surtout les comportements en fait. Et donc on a des personnes au sein du back-office qui sont expertes dans tout ce qui est rapport et mots-clés. Donc on va pouvoir créer des rapports pour interroger notre base, et on va programmer ces rapports, on va les recevoir tous les matins, on va les éplucher, et puis on va voir ce qui est arrivé depuis la veille ou la nuit, pour voir s'il y a des comptes sur lesquels il faut se pencher pour aller voir ce qu'ils vendent. On a des mots-clés, donc ça c'est encore plus immédiat, c'est quand on pense que le problème est plus sévère, plus sérieux, qu'il faut agir tout de suite. Là, on peut suspendre des produits, des comptes, et puis intervenir tout de suite pour voir s'il y a un problème, et tous ces rapports, ces mots-clés sont mis à jour quotidiennement. Puisqu'il y a des nouveaux comportements, de nouveaux produits. Et pour la contrefaçon, il y a une personne qui coordonne la contrefaçon, qui va travailler avec deux personnes qui sont experts dans la gestion des comptes de personnes qui vont dans la contrefaçon, deux personnes qui vont être experts dans le produit, donc ils vont pouvoir reconnaître des produits contrefaisants grâce à des photos. Et puis qui va travailler avec l'expert technique qui va faire des propositions de mots-clés ou de rapports, et l'équipe juridique qui va nous accompagner dans nos actions sur la gestion de la contrefaçon. Ce qui fait que sur Price Minister actuellement, il y a très peu de produits contrefaisants, et quand ils arrivent, ils sont tout de suite écartés. Et nous, notre politique, c'est la politique de zéro tolérance. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et met en vente de la contrefaçon, en fonction du comportement, on a plusieurs messages qu'on peut lui envoyer. Si on pense que c'est quelqu'un qui a fait une erreur, on informe. Si on pense que c'est quelqu'un qui tente, en sachant que c'est pas bien, c'est un peu plus dur. Et si c'est quelqu'un qui veut vraiment faire du business avec de la contrefaçon, on est encore plus dur, et on va lui dire ce que l'on fera la prochaine fois qu'il vient avec des produits contrefaisants. Parce que c'est risqué pour nous et c'est risqué pour lui. Donc on les informe. C'est-à-dire qu'on informe 100% des personnes qui tentent. Pour être sûr qu'on n'a pas géré le produit, comme ce qui arrive sur certains sites. Parce que si on gère les produits, on a 500 personnes, mais on passe notre temps à les enlever. Si on gère, on identifie par rapport au comportement et on gère les comportements des personnes, on a la possibilité, on ne va pas revenir sur une personne qui va faire ça 10 fois de suite, puisqu'elle va voir que ça ne fonctionne pas. Et que c'est risqué. Et dans l'évolution de ce business, en quelque sorte, quelles sont les grandes tendances? Parce qu'on entend parler de micro-paiements, de paiements intégrés aux fonctions d'opérateurs télécoms. On voit arriver les boutiques ou le paiement avec les monnaies Google et Facebook. Est-ce qu'il y aura une monnaie Price Minister? Comment vous intégrez tout ça? Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que la part du e-commerce, qui est de quelques pourcents aujourd'hui, c'est 7%, quelque chose comme ça en France, est-ce que ça va faire 70 ou 80% un jour? C'est sûr que pour se développer plus, il faudra forcément de nouveaux outils, de nouvelles technologies, et ça arrive très vite, notamment au niveau des paiements, bien sûr. C'est un des freins de paiement au développement de e-business? Ou est-ce que c'est la confiance dont vous parlez? Est-ce que les gens hésitent au dernier moment et finalement interrompent leur acte d'achat au milieu parce qu'ils ont encore un fond de crainte, et c'est là qu'il faut encore lever? Il y a toujours... alors, l'acheteur est hyper protégé. Quelqu'un qui a une carte bancaire, il suffit qu'il contacte sa banque pour dire « ce n'est pas moi qui ai acheté ce produit-là » pour qu'il soit remboursé immédiatement. Alors ça dépend, parce que moi j'ai eu l'expérience. Si le banquier, la première question qu'il vous pose, il vous demande si vous avez introduit votre code à 3 chiffres qui est au dos de la carte. Il dit, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est une transaction commerciale pure et parfaite, adressez-vous au tribunal de commerce compétent. Et si la transaction est passée avec un marchand étranger, en dehors de la communauté européenne, alors là c'est encore autre chose. Normalement, l'acheteur est complètement protégé. Après,
indiquer... À qui doit-il s'adresser pour être bien protégé? Normalement, sa banque n'a même pas à poser de question. Lui, l'acheteur peut-être, il doit peut-être porter plainte pour dire que sa carte est utilisée frauduleusement, mais il est protégé. Après, dire que la transaction est parfaite parce qu'on a en plus mis les 3 chiffres derrière la carte, c'est étrange, puisque c'est pas sécurisé si on lit juste les informations qui sont sur le recto, mais c'est pas sécurisé si on utilise les transactions qui sont sur le verso, c'est un peu étrange. Il y a le développement de 3D Secure actuellement qui permet d'avoir un code supplémentaire. Et là, effectivement, si le code supplémentaire est indiqué lors de la transaction, c'est un peu plus délicat puisque, a priori, il n'y a que l'acheteur qui le connaît. Même si certains codes, quand c'est la date de naissance, il est aussi possible d'avoir la date de naissance de la personne. La question n'est pas toujours là, c'est que j'ai pas acheté le produit que je croyais acheter, ou je l'ai acheté, mais ce qu'on m'a livré était défectueux, cassé, abîmé, etc. Là, l'acheteur n'a pas le droit de faire l'opposition. Quand on fait opposition sur sa carte bancaire, c'est uniquement s'il y a fraude. Uniquement si quelqu'un utilise frauduleusement votre voilà, c'est ça. Si vous avez un litige commercial avec un site internet, vous ne pouvez pas faire opposition. Exactement. Ça ne justifie pas une opposition, vous n'avez pas le droit de le faire. Alors après, nous on gère ça aussi, puisque dans d'autres pays c'est possible. En Angleterre c'est possible, en Espagne c'est possible. Moi je gère le département des fraudes. Une partie des oppositions qu'on reçoit sur l'Angleterre et l'Espagne, ce sont des litiges commerciaux. Donc avec des personnes qui, même si on leur a dit, si vous avez un souci, venez dans votre compte, faites une réclamation, on va la gérer pour vous. Il y a des personnes qui trouvent plus simple dans certains pays de contacter la banque en disant j'ai pas reçu mon produit ou j'ai pas reçu le produit, et qui font opposition. Alors après, quand c'est un litige commercial avec un vendeur et qu'effectivement c'est justifié, nous, comme on a conservé l'argent. Ça, c'est un des plus justement de ce système, c'est que vous garantissez en fait la satisfaction de la transaction. C'est pas uniquement la partie paiement, mais que le produit convient bien, qu'il est conforme à ce qui était vendu, voilà. etc. Quand un acheteur achète un produit, il a la possibilité de revenir sur son compte, soit il dit c'est parfait, il note le vendeur, et là on lui dit bon, vous allez noter le vendeur, nous ça nous donne autorisation de payer, soit il nous dit le produit que j'ai reçu soit cassé, soit défectueux, soit abîmé, soit ne correspond pas à ce que j'ai commandé ou que je l'ai pas reçu. Il y a aussi l'acheteur de mauvaise foi qui est lui-même cassé, etc. Donc le vendeur n'a pas toujours tort, il n'est pas toujours en faute. Il y a le transporteur, il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Donc il faut arbitrer tout ça, voilà, sans être présent réellement. Et puis il y a des produits aussi qui ont des défauts, et on le sait. Donc nous on a la possibilité d'identifier, on va faire un peu de veille sur internet, et quand on sait que sur un produit il y a un défaut récurrent, on va le marquer, parce que nous sur Price Minister il y a des fiches produits. C'est pas un site où chacun va mettre sa petite annonce qui va disparaître une fois que le produit est vendu. Donc on a une fiche produit très détaillée où les vendeurs vont greffer leur annonce. Et en back-office, on a la même chose. Et on peut mettre sur chaque fiche produit, attention, sur ce type de produit, il y a ce défaut qui peut intervenir. Donc ça peut être l'entreprise qui a produit cet article, le vendeur, le transporteur, l'acheteur. Et nous, avec notre expertise et l'historique de l'acheteur du vendeur, on se fait une idée de ce qui s'est passé. Parfois, on doit faire revenir les produits aussi pour les tester, ou on essaie de gérer au maximum à distance. Et est-ce que vous diriez que dans les années qui viennent de s'écouler, vous avez davantage de confiance? On voit que le e-commerce a une très forte croissance, puisque chaque année, il gagne 25-30% de croissance, donc des parts de marché. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de confiance? Ou est-ce qu'on accepte une part de risque? Ou est-ce qu'il y a des pans de l'économie numérique qui vont s'effondrer parce qu'effectivement, il n'y a plus cette confiance? Est-ce que la méfiance est contagieuse? Est-ce que ce qui se passe sur certains sites peut vous nuire aussi à vous? Est-ce qu'il y a des effets un peu dominos? Bien sûr, il y a des événements qui font que parfois la confiance est un peu mise à mal, et puis il y a des événements qui font que la confiance revient. Je pense que la tendance à long terme, c'est de plus en plus de confiance, même s'il y a des événements comme le piratage chez Sony, ou sur des choses qui mettent un petit peu à mal la confiance qu'on peut avoir dans les sites internet. Nous, on sait que le piratage en France, c'est quelque chose qui n'existe plus. Je crois que chaque internaute va avoir une relation particulière avec le site de e-commerce qu'il veut utiliser. La confiance va se construire au fil du temps. Chaque internaute aussi est assez futé pour aller se renseigner, pour voir ce que disent d'autres internautes de tel ou tel site.
Il y a aussi des labels comme le vôtre qui font que les internautes, savent qu'ils peuvent avoir confiance. Et puis, sur Price Minister, par exemple, ce qui est assez paradoxal, c'est que quelqu'un qui vient, qui achète, qu'il se soit renseigné ou pas avant, peut trouver le modèle génial, avoir plein de produits pas chers, et le recevoir, et tout se passe bien. Puis, il y aura toujours une petite appréhension, et il va toujours se demander, oui, mais en cas de problème, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai acheté à plein de vendeurs différents, je ne les connais pas. Parce qu'il n'a pas pu tester, et parce qu'il a accordé sa confiance avant d'avoir le produit en main. Voilà. Donc ça, c'est une différence, forcément. Oui. Et en fait, on va avoir des internautes qui vont être convaincus, et qui vont nous faire de confiance aveugle aussi, le jour où ils auront un problème. Donc ils vont avoir un problème, ils vont nous le soumettre, et nous allons le traiter, et s'ils doivent être remboursés, ils seront remboursés en quelques jours. Et donc là, ils verront que... On dit souvent que quand on traite bien une réclamation, on accroît le capital confiance, c'est-à-dire que si le problème survient, ce que craint le consommateur, mais qu'il voit justement qu'il est bien pris en charge, en temps et en heure, dans de bonnes conditions, sans avoir à se battre, on dit que le capital s'accroît, ce capital confiance. Est-ce que ça, vous le ressentez, vous le mesurez, vous le constatez? On constate, on reçoit aussi des messages d'internautes qui nous écrivent pour nous féliciter. C'est un indicateur, ça demande le message reçu? Oui, parce qu'un internaute écrit toujours pour se plaindre, et pas pour féliciter. Donc on reçoit ce genre de message, forcément, on voit qu'on est sur la bonne voie. Parce que, et donc on a vraiment des personnes qui nous disent, voilà, avant j'y allais un petit peu en observateur, j'ai commencé avec des produits pas très chers, pour être sûr que si je me faisais avoir, ce ne serait pas trop douloureux pour moi. Et quand ils ont eu ce premier problème, ou qu'ils nous ont posé une question, qu'on leur a répondu rapidement et de manière adaptée, forcément derrière ils sont ravis, parce que même si ça a l'air d'être virtuel et c'est que des pages web, ils se rendent compte qu'il y a des gens derrière qui sont à l'écoute et qui leur parlent vraiment et qui signent les messages et qui sont là pour ça pour eux. Ouais, ouais. Est-ce que ça vous étonne que tous les sites marchands reconnus, enfin connus, ne soient pas à ce niveau d'exigence et de travail de fond sur le capital confiance? Parce que ce label qu'on attribue, nous on a été assez surpris de voir en fait le taux de déchet de l'entreprise qui n'offre pas réellement une ouverture au dialogue pour le consommateur, y compris des marques très connues. Nous, ça nous a surpris. On a été c'est la 4e année qu'on attribue, qu'on réalise l'étude. C'est la première année qu'on attribue le label. Et on a été un peu hésitant parce qu'effectivement, on est toujours un peu étonné de voir que certaines marques, par exemple, n'ont même pas intégré le numéro de téléphone sur leur site. Alors, je pense que c'est lié au modèle, déjà. Nous, on a un modèle, on n'existerait pas sans ce rôle de tiers de confiance et sans cette écoute. Donc c'est quelque chose qu'on va faire pour satisfaire nos membres, et parce qu'on sait que ce sont nos membres qui font la force du modèle. Et puis peut-être la taille aussi des entreprises. C'est vrai que quand on démarre un site de e-commerce, on a plus tendance à mettre des moyens sur le recrutement de nouveaux utilisateurs. Quand on a une base de 15 millions de membres comme Price Minister, eh bien, agir sur la satisfaction, c'est tout de suite avoir des résultats énormes. Alors qu'agir sur la satisfaction quand on a 50 000 membres, le résultat il est moins important que si on mettait de l'argent dans le référencement naturel ou dans la publicité. Pour faire grossir la base. Voilà. Donc là, vous avez, vous, le bénéfice de la taille et de l'ancienneté, en fait, l'antériorité. C'est ça. Donc nous, à chaque fois que l'on agit sur la satisfaction, c'est tout de suite une base énorme qui peut réagir, même si il n'y a que 1, 2, 3, 4% de la base qui réagit à chaque fois qu'on agit sur la satisfaction, 4% de 15 millions, ça commence à faire. Est-ce que vous avez une prédiction sur les 10 prochaines années? Qu'est-ce qui va changer dans le commerce électronique de fondamental pour vous? Moi j'ai l'impression que la tendance restera la même, c'est-à-dire que c'est l'internaute qui va progressivement prendre le pouvoir. Est-ce que les réseaux sociaux vont avoir un impact sur le commerce électronique? Je pense que ça va se mélanger de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des outils, pas forcément... Si, des réseaux sociaux, mais des choses vraiment adaptées
au site de e-commerce. Il ne va pas y avoir des réseaux sociaux d'un côté et des sites de e-commerce de l'autre. Ça va commencer les outils vont commencer à être créés pour créer des passerelles. Voilà, créer des passerelles pour que les internautes agissent plus sur les sites de e-commerce. Tout ce que on retrouve encore dans la vraie vie, qu'on ne trouve pas encore sur les sites d'e-commerce, vont être créés avec de nouveaux outils, des nouvelles technologies et des passerelles créées entre les sites de réseaux sociaux et les sites d'e-commerce. Et vous avez l'impression qu'il y a des activités qui sont menacées sans le savoir aujourd'hui par ces évolutions qui sont proches finalement? Activité menacée, je ne sais pas, mais c'est vrai que le commerce traditionnel de services ou de produits a parfois un petit peu de mal à se mettre au e-commerce, et donc on voit de nouvelles sociétés. C'est pas les anciennes, c'est pas les entreprises historiques, traditionnelles qui se mettent au e-commerce et qui prennent le marché. C'est vraiment des nouvelles personnes qui créent des nouvelles sociétés avec de nouvelles technologies, de nouvelles manières de voir les choses qui interviennent et qui mettent en danger ces sociétés-là. Après, on voit quand même la réaction des mortards, des grands classiques qui ont mis du temps à se mettre en route et qui prennent des parts dans le commerce électronique assez significatif. Voilà, mais plus en rachetant qu'en développant de nouveaux modèles. Oui, c'est ça, ils acquièrent l'existant et c'est pas eux qui inventent la suite. Ouais. Mais ça donne un petit coup de jeune à l'économie, et puis ça fait de nouveaux intervenants, des nouveaux modèles, une nouvelle manière de voir les choses. Vous diriez qu'il est plus facile d'entreprendre dans la net économie que dans l'ancienne? Aujourd'hui encore? Parce que vous dites que la prime aux 15 millions de membres, c'est quand même une barrière qui est de nouveau créée. Est-ce que la jeune start-up va devoir inventer encore quelque chose? Parce que c'est pas sur ce marché-là, les places sont vite prises, on a l'impression aussi. Il y a une vraie barrière à l'entrée sur Internet. Quand on arrive sur un marché comme ça et qu'on est énorme, effectivement, c'est très très compliqué d'être deuxième ou troisième et d'être gros. Je pense que c'est plus simple d'investir dans le e-commerce parce que c'est un marché en pleine évolution. Forcément être porté par cette croissance, ça aide forcément. Mais bon, il ne faut pas oublier, comme on a oublié il y a une dizaine d'années, que il faut que l'entreprise soit gérée comme une vraie entreprise, donc rigoureusement, que le modèle soit sain et que le service ou le produit correspond à un vrai besoin. Oui. Ne peut pas être déceptif. Pas plus qu'avant, pas plus qu'après. Toujours la vérité. Ouais. Même avec un marché porteur, si on oublie quelque chose là, si on oublie l'internaute et ses besoins, c'est compliqué de réussir. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.